Bonjour, nous accueillons aujourd'hui François-Xavier Degnaud. François-Xavier Degnaud est un diplomate et grâce à lui, avec les deux entretiens que nous avons passés ensemble, nous allons parcourir le monde en grande enjambée et s'interroger avec lui sur l'état du monde et comment est-ce que pour nous, au sein de l'Institut international de prospective, cela peut nous interpeller. François-Xavier Degnaud est issu de l'école polytechnique. Il a fait ensuite l'école nationale de la statistique et de l'administration économique, puis l'école nationale d'administration. Alors, ma première question vers vous, François-Xavier Degnaud, pourquoi, après ce parcours d'école d'ingénieur, d'école d'administration, avoir rejoint le Quai d'Orsay? Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé dans une carrière diplomatique? Paul, c'est une combinaison, je dirais, de désir, de hasard et de nécessité. Désir qui a été nourri probablement par mon environnement familial. Je viens d'une famille multinationale où un certain nombre de membres de ma famille avaient des activités internationales, donc c'était une chose assez normale pour moi. Et puis je crois que j'ai été très influencé par la lecture de Jules Verne. Jules Verne, c'était le voyage, et j'ai lu à peu près, pas tous les Jules Verne, mais beaucoup. Et j'avais toujours eu envie de découvrir d'autres civilisations, d'autres langues, et de vivre à l'étranger. Et lorsque l'occasion m'en a été offerte à la sortie de l'école d'administration, eh bien je l'ai fait. Alors là, ce sont des mots qui résonnent bien dans notre université, qui est très attachée à tous les aspects interculturels, en France comme à l'étranger. On va revenir un peu sur ces questions. Pas l'interculturel tout de suite. On va commencer, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Nous sommes assez attachés, c'est le but de l'Institut, sur ces notions d'écosystème innovant, à essayer de voir dans le monde ce qui est du domaine des ruptures, des grands changements. Et beaucoup d'entre nous disent et pensent que le monde ne se contente plus d'évoluer, il y a des cassures, il y a des fractures. Avez-vous l'impression que dans votre métier, le métier diplomatique a changé, que vous avez subi ou accompagné ces grandes évolutions? Je donne un exemple parce qu'il me brûle les lèvres. On dit souvent que autrefois, la diplomatie avait un peu l'apanage de l'information, c'est elle qui savait. Aujourd'hui, l'information circule partout, elle est accessible très facilement. Est-ce que c'est ça le grand changement de votre métier, ou est-ce qu'en fait, c'est un peu l'écume de la vague, mais il y a d'autres choses derrière? C'est indéniablement un changement. C'est sûr que l'information circule beaucoup plus vite hors des canaux diplomatiques que dans les canaux diplomatiques. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis très longtemps, on ne s'amuse plus à faire la course avec l'agence France-Presse, ce n'est pas notre métier. Ce qui est notre métier en termes d'information, c'est d'avoir la bonne, qui n'est pas toujours publique, c'est-à-dire de savoir vraiment quelle est l'intention de tel gouvernement sur tel sujet. Et puis c'est aussi d'être capable d'analyser une information qui est souvent foisonnante, en ne se laissant pas trop impressionner par les analyses dominantes. Il y a toujours sur les sujets, voilà, ce que tout le monde pense. Ce n'est pas forcément ça qui est utile pour votre gouvernement. Il faut lui donner l'information utile. Et il faut quelquefois, effectivement, aller chercher, gratter, interroger des gens que les journalistes ne voient pas, et puis faire preuve de bon sens. Ça, c'est un des éléments de notre métier. Et sur ce point-là, je pense qu'il n'a pas tellement changé. Les grandes ruptures, je pense qu'elles sont plutôt au niveau des outils eux-mêmes, c'est-à-dire la transmission de l'information. Il y a là, on le sait très bien depuis quelques décennies, un changement majeur. Lorsque j'ai commencé ma carrière au Quai d'Orsay, on envoyait encore des messages par téléx. Je ne sais pas si vous avez vu ça, oui, une espèce de bande bande avec des petits trous. Ouais. Donc ça demandait un opérateur téléx, etc. C'était très lourd. Et puis on venait d'inventer ou de réinventer un système extraordinairement moderne qui s'appelait la télécopie. C'était révolutionnaire. Et donc, ce qui s'est passé depuis a évidemment été beaucoup plus vite, a beaucoup plus facilité notre vie. Compliqué aussi dans la mesure où on est noyé sous l'information. Et que quelquefois, on regrette le temps où vous apportez votre liasse de télégrammes sur du papier et vous saviez ce que vous avez à lire, ce que vous aviez à traiter. Et puis, il y a une autre rupture majeure, je crois, qui a beaucoup changé notre métier, c'est l'évolution de l'Union européenne. Lorsque j'ai commencé ma carrière, l'Union européenne, c'était encore les communautés européennes avec des compétences en matière de politique étrangère qui étaient quasi nulles, ça se limitait à l'aide au développement. Depuis, ça a complètement changé et il est vrai que ça a beaucoup changé la manière dont nous travaillons parce que sur beaucoup de sujets, on ne travaille plus tout seul, mais on travaille dans le cadre de l'Union européenne. C'est d'abord nos partenaires européens qu'il faut convaincre et ensuite, on va vers les autres. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui était sous-entendu,
c'est la notion d'accélération. On est très frappé à l'Institut quand on parle avec les partenaires de l'Institut, du monde de l'économie. Ils disent aujourd'hui, tout va très vite. On est tout le temps obligé d'être sur une espèce de phénomène d'accélération pour répondre aux demandes, pour ne pas être décroché. Or là, vous parliez de ces analyses qui demandent du temps long. Est-ce que vous estimez que c'est une des difficultés aujourd'hui, c'est de réfléchir à des problématiques qui vont vite en dehors des circuits diplomatiques? En même temps, vous devez répondre à ces questions-là. Est-ce que vous arrivez à mettre en parallèle l'accélération des phénomènes liés à l'information, le foisonnement, et puis cette nécessité de se poser, de réfléchir, de vérifier, d'aller chercher d'autres idées, comme vous le disiez, que les idées dominantes? Alors, il y a deux choses dans l'accélération. Il y a d'abord, ça c'est le mauvais côté, c'est le court-termisme. Oui. C'est-à-dire travailler pour le journal de 20 heures. Voilà. C'est quelquefois une nécessité, mais ça ne fait pas une politique. Et notre métier, c'est aussi de maintenir des objectifs de long terme pour la présence de la France dans le monde, pour son rôle, etc. Et qui ne s'accommodent pas toujours très simplement de la réponse à l'immédiateté de l'actualité. Il y a un autre aspect de l'accélération, c'est l'imprévisibilité croissante du monde. J'ai commencé ma carrière pendant la guerre froide. Bon, c'était pas simple. Il y avait l'idée permanente qu'une guerre nucléaire avec l'Union soviétique, c'était possible, ou une invasion de chars. C'était vraiment quelque chose qui était, dans l'esprit de chacun. C'était dans l'esprit de chacun, c'était notre fond de notre travail. Mais ça avait un avantage, c'est que c'était durable. Structurant. Ouais. Le paysage ne changeait pas tous les matins. Depuis la fin de la guerre froide, c'est vrai que le paysage international a connu une évolution extrêmement rapide et que la surprise stratégique est devenue presque la norme. Imaginez qu'en 2005, un diplomate français ait expliqué à des collègues que la France allait faire la guerre en Libye. On l'aurait envoyé immédiatement à l'asile. 4 ans après, c'était du passé. Oui. Alors là aussi, les mots que vous employez, on pourrait les retrouver dans le champ du monde économique. Cette imprévisibilité et en même temps cette notion de présence de la France, là ici, sur les différents marchés qui sont devant nous. Alors on entend parfois, mauvaises âmes, brocarder un peu le monde de la diplomatie en disant finalement la diplomatie française ne nous aide pas à l'export, à aller vers l'étranger, à la différence des anglo-saxons. Alors, je n'attends pas de vous, François-Xavier Denoot, que vous nous fassiez un mea culpa, mais au fond de vous, pensez-vous que cette critique est fondée ou qu'elle est très parcellaire, voire parfois un peu vraiment excessive? C'est amusant parce que j'ai entendu ou lu un discours du Premier ministre britannique il y a un an qui reprochait exactement aux diplomates britanniques de ne pas faire ce que les Français faisaient si bien en matière économique. Bon. Donc vous voyez, nous ne sommes pas si mauvais. Ceci étant, la diplomatie économique, elle a toujours été au cœur du métier. Ouais. Les ancêtres des ambassadeurs, qui sont les consuls, étaient là pour défendre les marchands français. Et cette dimension a été peut-être un peu perdue à une époque où on pensait que ce n'était pas très noble et on laissait ça aux conseillers commerciaux. Fort heureusement, elle est revenue au centre de nos préoccupations et le ministre des Affaires étrangères a donné des instructions extrêmement précises pour que ça soit notre priorité. Et nous nous efforçons d'aider la communauté nationale dans le domaine économique autant qu'on le peut. Je dis ça parce qu'il ne faut pas croire que c'est la diplomatie qui va révolutionner la balance commerciale de la France. Ce qui compte d'abord, c'est d'avoir des entreprises dynamiques, c'est d'avoir une politique économique qui favorise leur dynamisme et d'avoir de l'innovation. Mais on peut faciliter, on peut sur un certain nombre de choses aider, d'abord au niveau structurant dans les négociations commerciales multilatérales, celles où s'établissent les normes, qu'elles soient techniques ou douanières et autres. Là, il y a un rôle extrêmement important pour la diplomatie. C'est assez technique, ce n'est pas toujours très simple, et c'est fondamental. Et puis, on peut aider sur le terrain, je crois, en fournissant aux entreprises un environnement qui les aide à s'orienter, en leur donnant des analyses politiques et économiques sur le pays, en le faisant rencontrer les bons décideurs,
en leur fournissant, dans certains cas, je l'ai fait, le cadre de nos ambassades pour promouvoir leur image, leurs produits. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire assez aisément et je pense que c'est un service qu'on doit rendre aux entreprises françaises. Et puis en essayant de comprendre ce dont elles ont besoin. Moi-même, j'ai l'an dernier, lorsque j'étais ambassadeur en Serbie, Oui. décidé de renverser un petit peu le raisonnement et d'aller demander aux entreprises en quoi je pouvais leur être utile. Donc, Donc vous vous êtes déplacé à ce je moment-là. me suis déplacé. Oui. Alors, il fallait que j'ai l'autorisation de mon ministère, mais je l'ai eu. Et donc, je suis parti avec le conseiller économique de l'ambassade. Nous avons passé quelques jours en Bretagne et puis nous avons passé quelques jours à Lille. Voilà. Ouais. Et nous avons rencontré des entreprises de taille intermédiaire ou des PME. Et nous leur avons dit, écoutez, nous sommes à votre disposition. Notre objectif, c'est de vous aider à vous développer. On peut vous parler du marché serbe. On peut vous aider, dans une certaine mesure, à vous y implanter. On ne peut pas tout faire à votre place, mais on peut faire un certain nombre de choses. Donc sachez qu'on est là et n'hésitez pas à nous solliciter. Et je dois dire que cette démarche a été reçue de manière à la fois sympathique et positive, parce que tout simplement, un certain nombre d'entreprises étaient heureuses d'entendre dire que l'administration française à l'étranger était à leur service. Voilà, et vous les aidiez à mettre le pied à l'étrier, si on peut dire. Absolument, et ça peut dans certains cas être très utile. Alors, si on élargit un peu la problématique, vous avez parlé d'Europe, on vit aujourd'hui dans un monde qu'on décrit comme mondialisé, globalisé, où les frontières ont tendance à s'estomper. Est-ce que vous pensez, si on raisonne sur des perspectives plus lointaines, disons, est-ce que pour nos petits-enfants, ces notions de nation, de souveraineté nationale, auront disparu ou seront extrêmement estompées, ou pensez-vous qu'on reste dans le structurant, avec cette notion de pays, d'intérêt propre à chacun? Écoutez, il me semble que chaque être humain a besoin d'avoir une patrie. C'est quelque chose qui durera toujours. Ça n'empêche pas d'être européen. D'abord, nous sommes européens par construction, puisque nous sommes géographiquement et culturellement européens, nous sommes européens. Ceci étant, je crois qu'il faut arriver à faire évoluer notre conception de la souveraineté et que l'Union européenne nous en donne la possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il faille être, je dirais, pro-européen bélan, puisque nous sommes dans la ville natale du général de Gaulle. Il ne suffit pas de sauter sur son siège en disant l'Europe, 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 comme disait le général. Ne serait-ce que parce qu'il y a plusieurs façons de construire l'Union européenne. Il y en a qui sont bonnes dans certains domaines, il y en a qui sont moins bonnes. À cet égard, le débat qui a eu lieu en France au moment du référendum sur le traité de Lisbonne, qui ne s'appelait pas encore le traité de Lisbonne à l'époque d'ailleurs, c'était très intéressant parce que c'était un vrai débat politique. Oui. Et sur certains sujets, il a permis de corriger le tir. Je pense par exemple à la position qu'on donnait à la concurrence dans le projet de traité. Dans le projet initial de traité, la concurrence, c'était un objectif. Il y a eu un très fort courant en France pour dire non, la concurrence, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une valeur, c'est un moyen. C'est un moyen. Et ça a été retiré. Donc le débat politique peut être utile et il a démontré dans le cas d'espèce qu'il y avait plusieurs façons de concevoir la construction européenne. Maintenant, je crois que c'est notre chance. Si on regarde l'évolution du monde, il y a sinon un risque que tout ce que nous avons construit en Europe au cours des siècles, qui est formidable, hein, et je parle de la culture, je parle de la diversité linguistique, des cuisines, des paysages, de la place de l'homme, de l'attention aux questions sociales, de la liberté, notamment religieuse, etc. Tout ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, le continent européen, c'est le meilleur endroit du monde pour vivre. Mais tout ça peut être menacé. Ça, il faut en être conscient. Et je crois que c'est un aspect qu'on ne connaît pas assez. Mais l'Union européenne est probablement le cadre qui préserve le mieux les identités nationales. C'est la seule organisation supranationale qui fasse de la diversité, notamment linguistique et culturelle, un de ses objectifs. C'est la seule organisation qui considère la préservation
du patrimoine historique et spirituel comme un objectif essentiel. Et ça, personne d'autre ne le fait, ne le fera pour nous. Simplement, ça se défend en ayant les moyens de le défendre, qui sont des moyens politiques, qui sont des moyens économiques et qui sont éventuellement des moyens militaires. Et je crois que nous devons comprendre que si on veut défendre cette extraordinaire réussite qu'a été le continent européen et qu'a été la culture européenne, il faut qu'on se donne les moyens sur un certain nombre de sujets de mettre en commun nos efforts. Parce que moi, je n'ai pas très envie que demain, mes enfants ou mes petits-enfants soient soit gouvernés par des multinationales américaines, soit gouvernés par des entreprises du Parti communiste chinois. Très bien. Ce plaidoyer pro-européen, il est reçu avec beaucoup de compréhension dans cette université qui dit toujours qu'elle a dans son ADN le projet européen. Merci François-Xavier Denoue. On va se retrouver dans très peu de temps pour un second entretien qui reviendra sur ces notions de rupture et de place de l'Europe et de la France dans le monde. Merci.